J'ai poursuivi mes parents en justice et j'ai reçu un dédommagement d'1 200 000 $ pour des années de favoritisme envers ma sœur aînée, ce qui a profondément affecté ma vie. J'ai intenté une action contre mes parents pour avoir manipulé ma sœur, leur enfant adoré, et j'ai obtenu un règlement de cette somme. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de ma sœur aînée, Elisabeth. Elle avait 3 ans de plus que moi, et dès que j'étais en âge de comprendre, il était évident qu'elle était la star de notre famille. Mes parents, Jean et Marguerite, étaient souvent admirés et respectés dans notre communauté. Mon père dirigeait une entreprise immobilière prospère, et ma mère, ancienne pianiste de concert, consacrait son temps à des événements sociaux et à la gestion de notre foyer. De l'extérieur, nous semblions être la famille parfaite, mais à l'intérieur, l'histoire était bien différente. Elisabeth était leur enfant chéri, et tout dans sa vie reflétait cela. Elle était brillante, charismatique et réussissait tout ce qu'elle entreprenait, que ce soit dans les études, le sport ou la musique. Elle éclipsait tout le monde, y compris moi. Mes parents l'adoraient, la couvrant de louanges et d'attention. Chaque étape de sa vie était célébrée comme un grand événement, avec des fêtes somptueuses et des cadeaux coûteux. J'étais là aussi, bien sûr, mais plutôt en tant que personnage de second plan. Mes propres réussites, aussi modestes soient-elles, passaient presque inaperçues. Ce n'était pas faute d'essayer, j'ai réussi à l'école sans pour autant briller comme Elisabeth. La différence de traitement entre nous est devenue douloureusement évidente au fil des ans. Un Noël reste gravé dans ma mémoire. J'avais 8 ans et Elisabeth en avait 11. Cette année-là, mes parents n'avaient pas lésiné sur les cadeaux. Le salon débordait de paquets, mais la pièce maîtresse était un piano à queue étincelant sous les lumières de Noël. Elisabeth le demandait depuis des mois, et ma mère, nostalgique de ses années de pianiste, avait fini par céder. Ils étaient ravis de le lui offrir, évoquant longuement comment Elisabeth perpétuerait la tradition familiale. Quand ce fut mon tour, mon père me tendit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un carnet à dessin et une boîte de crayons. « Nous avons pensé que tu aimerais dessiner », dit-il avec un sourire. J'ai essayé de montrer ma gratitude, mais le message était clair, Elisabeth était l'étoile, et moi, je n'étais que de passage. En grandissant, la situation ne s'est pas améliorée. À l'école, Elisabeth continuait d'exceller. Elle était présidente de classe, capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls et, plus tard, major de sa promotion. Tout le monde l'adorait. Les professeurs louaient ses mérites, et ses camarades la vénéraient ou l'enviaient. De mon côté, je peinais à trouver ma place. J'avais un petit groupe d'amis, des passionnés de jeux vidéo et de bandes dessinées comme moi, mais j'étais invisible pour la majorité des élèves. Je n'étais pas harcelé, mais je n'étais pas non plus remarqué. L'un des moments les plus humiliants de mon enfance s'est déroulé lors d'un spectacle de talent à l'école. J'avais décidé de présenter un numéro de magie, que j'avais pratiqué pendant des semaines. Elisabeth participait aussi, jouant un morceau de piano qu'elle avait maîtrisé en quelques jours. Elle passa en premier, et bien sûr, le public fut en délire. Sa performance était impeccable, et elle reçut une ovation debout. Puis vint mon tour. Mes mains tremblaient tellement que je fis tomber un de mes accessoires. Quelques enfants dans le public éclatèrent de rire, et je sentis mon visage s'enflammer. Je finis mon numéro tant bien que mal, désespéré d'en finir. Après, mes parents me dirent un « bon travail » peu convaincant avant de se tourner à nouveau vers Elisabeth, qui rayonnait sous les éloges. Elisabeth n'était pas volontairement cruelle, du moins pas toujours. Après le spectacle, elle vint me voir avec ce sourire insupportable et me dit « Tu étais génial, Jackson. C'est tellement courageux de ta part d'avoir essayé. » Ces mots me blessèrent, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils semblaient condescendants. Je détestais le fait de tant accorder d'importance à son avis. À l'adolescence, le favoritisme devint impossible à ignorer. Mes parents investissaient massivement dans l'avenir d'Elisabeth, des cours particuliers, des programmes d'été coûteux, et toutes les activités parascolaires qui l'intéressaient. Je n'avais droit à rien de tout cela. Quand j'ai demandé si je pouvais suivre des cours de dessin, mon père haussa les épaules et dit « peut-être l'année prochaine ». Une promesse qui ne s'est jamais concrétisée. Les réunions de famille tournaient toujours autour d'Elisabeth. Mes proches l'adoraient, et les dîners devenaient des éloges interminables sur ses talents et son avenir prometteur. À un moment, je me suis demandé s'il se souvenait même de mon prénom. Lors d'un dîner de Thanksgiving, ma tante s'est tournée vers moi et a dit « Tu dois être tellement fier de ta sœur. » J'ai hoché la tête, réprimant l'envie de demander « Et moi, alors ?»
Quand Elisabeth eut 16 ans, mon père lui offrit une voiture flambant neuve, une décapotable rouge élégante. Elle poussa un cri de joie, l'embrassa et déclara que c'était le plus beau jour de sa vie. 2 ans plus tard, à mes 16 ans, j'ai reçu les clés de notre vieille voiture familiale, un break délabré avec une radio cassée et un toit affaissé. C'est toujours une bonne voiture, dit mon père, comme si cela rendait la chose moins humiliante. Elisabeth partit dans une université prestigieuse, tous ses frais couverts par mes parents, qui ne cessaient de vanter leur fille brillante. Moi, je suis allé dans une université d'État, travaillant à temps partiel pour couvrir ce que ma bourse partielle ne prenait pas en charge. Mes parents ne prirent même pas la peine de venir lors de mon emménagement en dortoir, ils étaient trop occupés à aider Elisabeth à s'installer dans son nouvel appartement près du campus. Avec le temps, la rancune envers mes parents et ma sœur se transforma en une douleur profonde. Lors d'un rare dîner familial, alors qu'Elisabeth était accompagnée de son fiancé, elle fit une blague cinglante à mon égard, laissant toute la table éclater de rire à mes dépens. Cette soirée marqua un tournant, renforçant ma décision de ne plus tolérer cette dynamique destructrice. Je me posais déjà la même question. Au cours des mois suivants, les blagues d'Elisabeth devinrent un thème récurrent. Elle les faisait lors des moments les plus inappropriés, toujours avec ce sourire suffisant, comme si elle prenait plaisir à me voir mal à l'aise. Au début, j'ai essayé de les ignorer, de rire avec elle, mais il était difficile de ne pas les prendre personnellement. Cela n'aidait pas que Ryan, son fiancé, trouve cela hilarant. « Au moins, tu as un plan de secours, mon pote », avait-il dit un jour en me tapant sur l'épaule. J'avais envie de lui écraser son sourire parfait. Amelia, cependant, n'était pas amusée. Lors d'un barbecue familial, Elisabeth fit son commentaire habituel, quelque chose comme « Ne te mets pas trop à l'aise, Ryan. Jackson attend dans les coulisses depuis toujours. » Cette fois, Amelia n'a pas laissé passer. « C'est incroyablement irrespectueux », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Jackson n'est le plan de secours de personne. Le rire s'arrêta net. Le visage d'Elisabeth se figea un instant, avant de se tordre en un sourire condescendant. « Allons, Amelia, ce n'est qu'une blague. Ne prends pas ça si sérieusement. »« Je ne comprends pas ce que tu trouves drôle, » répliqua Amelia. La tension était palpable, presque insupportable. Mes parents échangèrent des regards gênés, mais personne ne dit rien à Elisabeth. Comme toujours. Sur le trajet du retour, le silence régnait. Je pouvais sentir qu'Amelia était furieuse, mais elle attendit que nous soyons dans l'intimité de notre appartement pour exploser. « Tu dois lui tenir tête, Jackson, » dit-elle en faisant les 100 pas dans le salon. « Ce n'est pas normal. Elle te traite comme un paillasson, et tu la laisses faire. »« Je sais, » marmonnai-je en me frottant les tempes. « Mais que suis-je censé faire ? Elle a toujours été comme ça. Si je dis quelque chose, ça ne fera qu'empirer les choses. »« Ça ne peut pas empirer, » répliqua Amelia sèchement. « Elle te rabaisse devant tout le monde, et tes parents ne disent rien, comme si c'était normal. »« Ce n'est pas normal, Jackson. C'est toxique. » Amelia avait raison, bien sûr, mais savoir cela ne rendait pas les choses plus faciles. Confronter Elisabeth semblait impossible. Elle était tellement douée pour manipuler les mots et se faire passer pour la victime. Je l'avais vu le faire des dizaines de fois auparavant. Les choses atteignirent leur point de rupture quelques semaines plus tard, lors d'une autre réunion de famille. Cette fois, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, une fête somptueuse dans un restaurant chic. Comme toujours, Elisabeth était au centre de l'attention, avec Ryan à ses côtés. Amelia et moi essayions de rester en retrait, mais Elisabeth ne nous laissa pas tranquilles. Au milieu de la soirée, elle leva son verre et dit « Portons un toast à mon incroyable petit frère, Jackson. Il a toujours été là pour moi, et je sais qu'il le sera toujours. Mon fidèle plan de secours. » La pièce tomba dans un silence glacial. Tout le monde se tourna vers moi, attendant ma réaction. La main d'Amelia se resserra sur mon bras, une supplication silencieuse pour que je dise quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me forçais à me lever. « Elisabeth, » dis-je, ma voix légèrement tremblante, « je ne sais pas quel est ton problème, mais je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas ton filet de sécurité, et je ne vais plus rester là à te laisser me traiter comme une blague. » Mes mots flottèrent dans l'air comme un défi. Pendant un instant, Elisabeth parut vraiment surprise, mais son expression se durcit rapidement. « Eh bien, Jackson, » dit-elle d'un ton débordant de sarcasme. « Quelqu'un est un peu sensible ce soir.
Je ne suis pas sensible, rétorquai-je. Je suis fatigué. Fatigué de te voir me rabaisser à chaque occasion. Ce n'est ni drôle ni acceptable. À ma grande surprise, quelques personnes à table hochèrent la tête en signe d'accord. Même Ryan avait l'air mal à l'aise. Mais mes parents, comme on pouvait s'y attendre, tentèrent d'apaiser les choses. Ne gâchons pas la soirée, dit ma mère d'une voix tendue. Elisabeth ne voulait rien dire de mal. Si, elle le voulait, répondis-je. Et vous lui avez toujours permis de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point cette dynamique était dysfonctionnelle. Mes parents ne changeraient pas, Elisabeth ne changerait pas. La seule chose que je pouvais changer, c'était ma manière de réagir. Amelia était fière de moi pour avoir tenu tête à Elisabeth, mais les répercussions ne furent pas agréables. Elisabeth cessa de me parler pendant des semaines, ce qui, honnêtement, ressemblait plus à une bénédiction qu'à une punition. Mes parents tentèrent de me faire culpabiliser pour que je présente mes excuses, affirmant que j'avais exagéré et gâché la fête. Mais je ne cédais pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mes propres sentiments avant le besoin de préserver la paix, et cela m'a libéré. Bien sûr, Elisabeth ne resta pas silencieuse longtemps. Quand elle finit par reprendre contact, ce fut sous prétexte de clarifier les choses, mais il devint vite évident qu'elle n'avait aucune intention de s'excuser. Au lieu de cela, elle renforça ses propos, affirmant que j'avais mal interprété ses blagues et accusant Amelia de m'avoir monté contre elle. Cette conversation se termina par un acte que je n'avais jamais osé faire auparavant, je raccrochai au nez. C'était un petit acte de défi, mais il me parut monumental. Pour la première fois de ma vie, je sentis que je reprenais le contrôle, je n'étais plus simplement le petit frère d'Elisabeth, éclipsé et oublié. J'étais une personne à part entière, et je n'allais plus laisser ni elle ni personne d'autre me traiter comme si j'étais moins que cela. Le dîner familial commença comme toujours, tendu, formel et prétendant être une belle réunion familiale qu'il n'était pas. Mes parents nous avaient tous invités pour une soirée spéciale, une phrase qui éveillait toujours ma méfiance. Elisabeth arriva en retard, comme à son habitude, entrant dans la pièce avec Ryan à ses côtés et une aura d'importance exagérée impossible à ignorer. Amelia et moi étions déjà installés, faisant une conversation polie avec mes parents, Jean et Marguerite, et quelques membres de la famille élargie, tante Linda, oncle Robert et ma cousine Claire, qui semblaient toujours vouloir être n'importe où sauf avec nous. Elisabeth me jeta à peine un regard en faisant son entrée triomphante. Elle se jeta dans les bras de ma mère en s'exclamant « Tu es magnifique, maman. As-tu perdu du poids ?» Son charme était toujours au maximum dans ce genre de contexte, et mes parents buvaient ses paroles comme des chiens assoiffés. Ryan suivait derrière, portant une bouteille de vin qu'il offrit à mon père comme un présent symbolique. Je pensais que cela irait bien avec le dîner, dit-il, son sourire aussi travaillé que celui d'Elisabeth. Assise à mes côtés, Amelia me serra la main sous la table. Elle détestait ses dîners autant que moi, mais elle venait quand même, essayant de me soutenir. Je l'appréciais plus que je ne pouvais le dire, surtout lors de soirées comme celle-ci. Le repas commença sans drame particulier. La conversation restait légère et centrée sur les dernières réussites d'Elisabeth. Elle avait récemment été promue au travail et n'arrêtait pas de raconter comment son patron l'avait personnellement choisie pour un projet de grande envergure. Mes parents buvaient ses paroles, hochant la tête et souriant comme des parents fiers lors d'un spectacle. « Et toi, Jackson » dit soudainement Elisabeth en tournant son attention vers moi, un sourire qui ne touchait jamais ses yeux sur le visage. « Que as-tu fait de beau ?» La question était un piège. Elle l'était toujours. Elle ne s'intéressait pas vraiment à ma réponse, c'était juste une manière de rappeler à tout le monde que peu importe ce que je disais, cela ne ferait jamais le poids face à ses exploits. « Le travail se passe bien » répondis-je d'un ton neutre. « Occupé, mais ça va. » Elisabeth haussa un sourcil. « C'est tout ? Pas de grande promotion, pas de nouvelles excitantes ? » « Je suis satisfait de là où je suis, dis-je, essayant de garder ma voix stable. La main d'Amelia serra un peu plus la mienne. Elisabeth esquissa un sourire narquois et s'appuya contre sa chaise. « Eh bien, tant que tu es heureux, c'est ce qui compte, je suppose. » Le commentaire me piqua, mais je laissai passer. Au fil des ans, j'avais appris que confronter Elisabeth devant nos parents était une bataille perdue d'avance. Il prenait toujours son parti, quoi qu'il arrive. Mais ce soir, je n'étais pas sûr de pouvoir continuer à ravaler ma colère. Le point de rupture arriva pendant le dessert. Ma mère avait préparé sa fameuse tarte aux pommes, une recette qu'elle tenait de sa grand-mère.
La conversation avait dérivé sur les traditions familiales, et, comme toujours, Elisabeth avait pris la parole. Vous savez, dit-elle, sa voix teintée d'une fausse nostalgie, c'est drôle de voir comment les dynamiques familiales changent avec le temps, je veux dire, je serai toujours la perfectionniste, et Jackson sera toujours... Elle laissa sa phrase en suspens, agitant sa fourchette dans ma direction. Elisabeth, dit Amelia brusquement, brisant le silence gênant qui s'était installé. Ça suffit. Elisabeth cligna des yeux, feignant l'innocence. Quoi? Je dis simplement que nous avons tous nos rôles. Jackson a toujours été le discret, le fiable, mon plan de secours, comme j'aime l'appeler. Elle rit, comme si cela rendait les choses moins blessantes. Quelque chose en moi se brisa. Je repoussai ma chaise et me levai, les poings serrés le long de mon corps. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est offensant, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu. Tu fais ces commentaires depuis des années, et j'en ai assez. Je ne suis pas ton plan de secours, Elisabeth. Je ne suis pas ton filet de sécurité, et je ne vais plus te laisser me traiter de cette manière. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Mon père posa sa fourchette, son expression s'assombrissant. Ma mère avait l'air comme si je venais de la gifler. Quant à Elisabeth, elle semblait plus amusée qu'autre chose. Allons, Jackson, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu réagis de manière excessive, c'est une blague. Ce n'est pas une blague, rétorquai-je. C'est dégradant, et tu le sais. Tu utilises ces blagues pour me rabaisser et te sentir supérieur. La voix de mon père coupa la tension comme un couteau. Ça suffit, Jackson. Assieds-toi. Je me tournai vers lui, incrédule. Sérieusement? Elle m'insulte depuis des années, et vous n'avez jamais dit un mot. Mais au moment où je me défends, je suis le problème? Elisabeth ne voulait rien dire de mal, dit ma mère, la voix tendue. Tu fais toute une scène pour rien. Rien, dis-je, ma voix tremblant. Ce n'est pas rien. Elle me sous-estime depuis toujours, et vous l'avez laissé faire. Vous l'avez encouragé. Jackson, dit mon père, son ton menaçant. Tu dépasses les limites. Je ris amèrement, secouant la tête. Dépasser les limites? Est-ce que vous vous entendez? Vous avez passé ma vie entière à me faire sentir que je ne comptais pas, que je ne serais jamais à la hauteur comparée à elle. Et maintenant, quand je parle enfin, vous me dites de me taire et d'accepter. Elisabeth s'adossa à sa chaise, sirotant son vin comme si elle assistait à un feuilleton télévisé. Honnêtement, Jackson, dit-elle, tu es tellement dramatique. Si tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie, peut-être devrais-tu travailler sur ton estime de toi. Amelia se leva alors, le visage rouge de colère. Tu es incroyable, dit-elle en fixant Elisabeth. Tu parles de Jackson comme s'il était un plan de secours de seconde zone, mais il est 2 fois la personne que tu ne seras jamais. Et vous, ajouta-t-elle en se tournant vers mes parents, vous devriez avoir honte de vous pour avoir permis cela. Ma mère laissa échapper un hoquet, comme si Amelia venait d'insulter une reine. Comment osez-vous nous parler ainsi? Comment osez-vous traiter votre fils de cette manière, répliqua Amelia. Vous ne voyez même pas à quel point cette dynamique familiale est toxique, n'est-ce pas? L'argument s'intensifia, les voix se chevauchant alors que des années de rancune et de grief non exprimés éclataient au grand jour. Je ne sais pas combien de temps cela dura, mais quand ce fut fini, je me sentis vidé, comme si j'avais couru un marathon, je veux dire, je serai toujours celle qui réussit tout, et Jackson sera toujours... Elle laissa sa phrase en suspens, agitant sa fourchette dans ma direction. Elisabeth, dit Amelia d'une voix tranchante, brisant le silence gênant qui s'ensuivit. Ça suffit. Elisabeth cligna des yeux, feignant l'innocence. Quoi? Je dis simplement que nous avons tous nos rôles. Jackson a toujours été le discret, le fiable, mon plan de secours, comme j'aime l'appeler. Elle rit, comme si cela rendait la situation plus acceptable. Quelque chose en moi se brisa. Je repoussai ma chaise en arrière et me levai, les poings serrés le long de mon corps. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est insultant, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu. Tu fais ces commentaires depuis des années, et j'en ai assez. Je ne suis pas ton plan de secours, Elisabeth. Je ne suis pas ton filet de sécurité, et je ne vais plus te laisser me traiter comme ça. La pièce devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Mon père posa sa fourchette, son expression s'assombrissant. Ma mère avait l'air comme si je venais de la gifler.
Quant à Elisabeth, elle semblait plus amusée qu'offensée. « Allons, Jackson, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu réagis de manière excessive, c'est une blague. Ce n'est pas une blague, rétorquai-je. C'est dégradant, et tu le sais. Tu utilises ces blagues pour me rabaisser et pour te sentir supérieur. La voix de mon père coupa la tension comme un couteau. Ça suffit, Jackson. Assieds-toi. Je me tournai vers lui, incrédule. Sérieusement? Elle m'insulte depuis des années, et vous n'avez jamais dit un mot. Mais au moment où je me défends, je suis le problème? Elisabeth ne voulait rien dire de mal, dit ma mère d'une voix tendue. Tu fais toute une scène pour rien. Rien, dis-je, ma voix tremblant. Ce n'est pas rien. Elle me dévalorise depuis toujours, et vous l'avez laissé faire. Vous l'avez encouragé. Jackson, dit mon père d'un ton avertissant. Tu dépasses les limites. Je ris amèrement, secouant la tête. Dépasser les limites? Vous vous entendez parler? Vous avez passé ma vie entière à me faire sentir que je ne comptais pas, que je ne serais jamais à la hauteur comparée à elle. Et maintenant, quand je parle enfin, vous me dites de me taire et d'accepter. Elisabeth s'adossa à sa chaise, sirotant son vin comme si elle regardait un feuilleton dramatique. Honnêtement, Jackson, dit-elle, tu es tellement dramatique. Si tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie, peut-être devrais-tu travailler sur ton estime de toi. Amelia se leva alors, le visage rouge de colère. Tu es incroyable, dit-elle en fixant Elisabeth. Tu parles de Jackson comme s'il était une option de seconde zone, mais il est 2 fois la personne que tu ne seras jamais. Et vous, ajouta-t-elle en se tournant vers mes parents, vous devriez avoir honte de vous pour avoir permis cela. Ma mère laissa échapper un hoquet, comme si Amelia venait d'insulter une reine. Comment osez-vous nous parler ainsi? Comment osez-vous traiter votre fils de cette manière, répliqua Amelia. Vous ne voyez même pas à quel point cette dynamique familiale est toxique, n'est-ce pas? L'argument s'intensifia, les voix se chevauchant alors que des années de rancune et de ressentiment non exprimés éclataient au grand jour. Je ne sais pas combien de temps cela dura, mais quand ce fut fini, je me sentis vidé, comme si j'avais couru un marathon. Je me sentais vidé, comme si j'avais couru un marathon. Mes parents ne m'adressèrent pas un mot pendant qu'Amelia et moi rassemblions nos affaires pour partir. Elisabeth, bien sûr, eut le dernier mot. Eh bien, je suppose que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter la vérité, dit-elle avec un sourire narquois alors que nous franchissions la porte. Dans la voiture, Amelia tendit la main pour prendre la mienne. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Je suis fier de toi. Je hochai la tête, bien que je ne me sentisse pas fier. Je me sentais épuisé, en colère et profondément blessé. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma famille. Et cela devait compter pour quelque chose. Le trajet de retour de ce dîner désastreux se fit dans le silence. Pendant un moment, le seul son était celui du moteur qui ronronnait doucement. Amelia était assise à côté de moi, les bras croisés, son visage traversé par une tempête d'émotions. Je pouvais sentir la colère qui émanait d'elle, mais en dessous, il y avait autre chose, de l'inquiétude pour moi. Finalement, elle brisa le silence. Tu ne peux pas continuer comme ça, Jackson. Je serrai un peu plus fort le volant. Je sais. Non, dit-elle, d'une voix plus ferme. Je ne pense pas que tu comprennes vraiment. Ce soir n'était pas juste un autre mauvais dîner, c'était un signal d'alarme. Ta famille ne te respecte pas. Ils ne se soucient pas de tes sentiments, et ils ne le feront jamais, à moins que tu ne fixes des limites. Elle avait raison, bien sûr, mais l'idée de prendre mes distances avec ma famille me semblait comme arracher une partie de moi-même. Aussi toxique qu'ils soient, ils restaient mes parents, ma sœur. L'idée de m'éloigner était à la fois terrifiante et libératrice. Nous sommes rentrés chez nous, et en posant mes clés sur le comptoir, Amelia se tourna vers moi, ses yeux s'adoucissant. Tu mérites mieux que ça, Jackson. Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as, et tu ne peux pas les laisser continuer à te prendre, émotionnellement ou autrement. Ces derniers mots m'ont frappé comme une brique. Amelia avait déjà exprimé ses inquiétudes concernant les liens financiers que ma famille avait avec moi, surtout depuis que j'avais commencé à bien gagner ma vie. Mes parents avaient pris l'habitude d'emprunter de l'argent sans jamais le rembourser, et Elisabeth, opportuniste comme toujours, avait plus d'une fois laissé entendre que je pourrais l'aider si elle et Ryan rencontraient des difficultés. J'avais toujours balayé cela d'un revers de main, pensant que c'était juste des dynamiques familiales.
Mais maintenant, cela ressemblait à une autre couche de manipulation. Je dois réfléchir à tout ça, dis-je finalement, la voix lourde. Amélia hocha la tête. Prends ton temps, mais ne les laisse pas te culpabiliser pour rester dans ce cycle. Le lendemain, j'appelai mon ami et collègue Adam. Adam était un avocat perspicace et pragmatique qui m'avait aidé à rédiger quelques contrats au travail. Si quelqu'un pouvait me donner des conseils solides, c'était bien lui. Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille du centre-ville. Alors que je lui expliquais la situation, Adam m'écouta attentivement, son expression impénétrable. Tout d'abord, dit-il une fois que j'eus fini, tu dois te protéger. Si ta famille a accès à l'un de tes comptes, coupe immédiatement cet accès. Et si tu es sérieux au sujet de fixer des limites, tu devras peut-être envisager plus que de limiter le contact. Tu pourrais avoir besoin d'une protection légale. Une protection légale, demandai-je, mon estomac se serrant. Adam hocha la tête. Écoute, je ne dis pas qu'ils vont te poursuivre en justice ou quoi que ce soit, mais si tes parents ou ta sœur se sentent en droit de réclamer ton argent ou autre chose, tu dois t'assurer qu'ils ne puissent pas profiter de toi. Ces mots d'Adam résonnaient encore dans ma tête. Cela signifie revoir tes biens, mettre en place un trust si nécessaire, et peut-être même rédiger une lettre formelle pour établir clairement tes limites. L'idée de tout cela me donnait le vertige, mais je savais qu'il avait raison. Ma famille avait prouvé à maintes reprises qu'elle ne me respectait pas, et si je n'agissais pas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même lorsque les choses empireraient. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé le processus de me désengager financièrement de ma famille. J'ai fermé les comptes communs auxquels mes parents avaient accès, mis à jour les bénéficiaires de mes assurances et demandé à Adam de rédiger un testament stipulant explicitement la répartition de mes biens. Tout cela semblait irréel, comme si je me préparais à une guerre, mais c'était aussi libérateur. Amélia a été mon pilier pendant tout ce processus. Elle m'a encouragé à chaque étape, me rappelant que je ne faisais pas cela par rancune, mais pour me protéger. Ce n'est pas pour les blesser, me dit-elle une nuit alors que nous révisions les documents qu'Adam avait préparés. C'est pour t'assurer qu'ils ne puissent plus te blesser. Le véritable test est venu lorsque mes parents m'ont appelé une semaine plus tard. La voix de ma mère était douce et mielleuse lorsqu'elle m'a demandé si je voulais venir dîner pour arranger les choses. J'entendais Elisabeth en arrière-plan, riant de quelque chose avec Ryan. L'idée d'eux, assis là, planifiant leur prochaine pique subtile à mes dépens, me donnait la nausée. Désolé, maman, dis-je, gardant ma voix calme. Mais je pense qu'il est préférable que je prenne mes distances avec la famille pour l'instant. Il y eut une pause, puis son ton changea. Jackson, ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille, nous devons rester unis. Être une famille ne signifie pas que je dois tolérer le manque de respect, répondis-je, me surprenant par le calme de mon ton. Je dois faire cela pour mon propre bien-être. Elle poussa un profond soupir, un de ces soupirs destinés à transmettre de la déception. Très bien, si c'est ce que tu ressens. Mais il ne fallut pas longtemps pour que la culpabilisation commence. Au cours des jours suivants, je reçus une série de messages de mes parents et d'Elisabeth. Mon père se contenta de phrases courtes et sèches, m'accusant d'exagérer et me disant de faire preuve de maturité. Elisabeth, comme on pouvait s'y attendre, fit de la situation un drame personnel, envoyant des messages comme « Je n'arrive pas à croire que tu nous coupes ainsi, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Mais celui qui me toucha le plus fut celui de ma mère, « Je veux juste que tu saches à quel point cela nous fait souffrir. Nous t'avons toujours aimé, Jackson, même si tu ne le vois pas. » J'ai failli céder à ce moment-là. Presque. Mais Amélia était là, me rappelant pourquoi j'avais pris cette décision. L'amour ne ressemble pas à de la manipulation, dit-elle doucement. Et s'ils t'aiment vraiment, ils respecteront ton besoin d'espace. Avec le temps, les messages se firent plus rares. Mes parents arrêtèrent d'appeler, et Elisabeth trouva d'autres cibles pour attirer son attention. C'était un sentiment étrange d'être libre de leur jugement constant et de leurs exigences. Parfois solitaire, oui, mais aussi libérateur. Je me suis concentré sur mon travail, sur ma relation avec Amélia, et sur la reconstruction de ma propre estime de moi. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais plus dans l'ombre d'Elisabeth ni ne me pliais en quatre pour satisfaire mes parents. J'étais simplement moi, et cela faisait du bien. Mais même en commençant à guérir, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début. Ma famille n'était pas du genre à laisser les choses se terminer tranquillement, et j'avais un mauvais pressentiment que ma décision de fixer des limites aurait des conséquences. Je n'avais pas encore anticipé ce qui allait arriver.
Le premier signe que les choses s'aggravaient vint sous la forme d'un message vocal de ma mère. C'était tard un mardi soir lorsque j'ai vu son nom apparaître sur l'écran de mon téléphone. Je laissai l'appel passer en messagerie, n'étant pas prêt à replonger dans le drame familial pour le moment. Mais le message qu'elle laissa était difficile à ignorer. Jackson, commença-t-elle, son ton sec et formel, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle retenait sa colère. Ton père et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps de parler de l'héritage familial. Il y a des choses que tu dois comprendre sur la façon dont nous avons planifié l'avenir. Rappelle-moi dès que possible. Héritage. Ce mot me glaça le sang. J'avais toujours soupçonné que mes parents utiliseraient cela comme un outil pour me manipuler, et il semblait que ce soupçon devenait réalité. Plus tard dans la soirée, je fis écouter le message vocal à Amelia en arpentant nerveusement le salon. C'est leur façon d'essayer de me ramener, dis-je, la frustration bouillonnant sous la surface. Ils ne supportent pas que j'aie fixé des limites, alors maintenant ils agitent l'héritage devant moi comme une carotte. Amelia fronça les sourcils, les bras croisés, appuyés contre le comptoir de la cuisine. Tu ne te soucies même pas de cet héritage, n'est-ce pas? Pas vraiment, admis-je, mais c'est une question de principe. Ils essaient encore de me contrôler, et je ne sais pas comment gérer ça. Ne joue pas leur jeu, dit-elle fermement. Si tu les rappelles, ils s'en serviront comme d'une opportunité pour te culpabiliser. Reste fidèle à tes limites. Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée d'ignorer complètement l'appel me semblait incorrecte. Alors, le lendemain matin, j'envoyai un message à ma mère, j'ai reçu ton message. Je ne suis pas intéressé par une discussion sur l'héritage pour le moment. Je te contacterai quand je serai prêt. Sa réponse arriva presque immédiatement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Jackson. C'est une affaire de famille, et tu dois en faire partie. Je ne répondis pas. Au cours des jours suivants, les messages continuèrent. Mon père intervint également, envoyant des textes secs sur la responsabilité et le respect de l'héritage familial. J'essayais de les ignorer, mais c'était épuisant, comme mener une bataille que je n'avais jamais voulu. Puis, sans prévenir, Elisabeth entra en scène. Elle débarqua à mon bureau à l'improviste, traversant la pièce comme si elle en était la propriétaire. Mes collègues échangèrent des regards gênés alors qu'elle se dirigeait droit vers mon bureau. Jackson, dit-elle, sa voix teintée de condescendance, nous devons parler. Je lui fis signe de me suivre dans la salle de conférence, ne voulant pas créer une scène. Une fois la porte fermée, je me tournai vers elle, les bras croisés. Que fais-tu ici, Elisabeth? Elle sourit, mais c'était le genre de sourire qui me retournait l'estomac. Je suis là parce que maman et papa s'inquiètent pour toi. Ils disent que tu refuses de discuter de l'héritage. Je ne refuse pas, dis-je calmement. Je ne suis simplement pas intéressé pour le moment. Eh bien, tu devrais l'être, répliqua-t-elle, son ton se durcissant. Ce n'est pas qu'une question de toi, Jackson. Cela concerne toute la famille. Maman et papa ont travaillé dur pour bâtir cela, et tu agis comme un enfant gâté en les ignorant. Je serrai la mâchoire, essayant de garder mon calme. Elisabeth, si tu es venue ici pour me faire la leçon, tu peux partir. J'ai pris ma décision. Son sourire vacilla, et pendant un instant, je vis quelque chose briller dans ses yeux, de la colère, peut-être, ou de la frustration. Mais elle se ressaisit rapidement. Très bien, dit-elle en se tournant pour partir, mais ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu quand tout ça explosera. Cette rencontre me laissa secouer. L'intervention soudaine d'Elisabeth semblait calculée, comme si elle essayait de se positionner en sauveuse de la famille tout en me peignant comme le mouton noir. Et il ne fallut pas longtemps pour que je découvre jusqu'où elle était prête à aller. Quelques semaines plus tard, Adam, mon ami avocat, m'appela. Jackson, dit-il d'une voix urgente, j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Il m'envoya un courriel avec une pièce jointe, un relevé financier lié à un compte bancaire au nom d'Elisabeth. Le solde était stupéfiant, plus de 600 000 $. Mais ce qui attira mon attention fut la liste des dépôts, tous marqués comme transferts provenant de mes parents. Je fixai l'écran, mon cœur battant à tout rompre. Cela ne peut pas être vrai, murmurai-je. C'est vrai, répondit Adam. J'ai vérifié à 2 reprises. Tes parents ont transféré de l'argent sur ce compte depuis des années, probablement sous prétexte de l'aider avec ses dépenses. Pourquoi ferait-il cela, demandai-je, bien que la réponse commençait déjà à se former dans mon esprit. Elisabeth était leur enfant doré, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Bien sûr,
Il financerait sa vie tout en me laissant me débrouiller seul. Tu dois les confronter à ce sujet, dit Adam. Et tu devrais envisager de prendre des mesures légales pour te protéger. Ce genre de favoritisme peut avoir de graves conséquences sur l'héritage ou tout autre moyen de pression qu'ils pourraient utiliser contre toi. L'idée de confronter mes parents ou Elisabeth à ce sujet me donnait la nausée, mais je savais qu'Adam avait raison. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ce week-end-là, j'ai invité mes parents chez moi. Amelia était là pour me soutenir, sa présence agissant comme une force stabilisatrice alors que je me préparais à ce que je savais être une conversation explosive. Lorsque mes parents arrivèrent, ils affichaient de larges sourires, comme si de rien n'était. Mais leurs expressions changèrent dès que j'évoquai le compte bancaire. Je sais pour l'argent que vous donnez à Elisabeth, dis-je, ma voix calme mais ferme. Plus de 600 000 $. Une explication ? Le visage de ma mère devint livide, tandis que la mâchoire de mon père se crispait. Cela ne te regarde pas, dit-il sèchement. Si, cela me regarde, rétorquai-je, parce que c'est un exemple flagrant de la manière dont vous l'avez toujours favorisé par rapport à moi. Et maintenant, vous essayez d'utiliser l'héritage pour me manipuler. J'en ai fini avec ça, dis-je, ma voix tremblante de colère. Ma mère tenta de m'apaiser, sa voix vacillant. Jackson, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Elisabeth avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide, l'interrompis-je, ma colère montant en flèche. Pendant que je travaillais sans relâche pour joindre les deux bouts, vous lui avez donné des centaines de milliers de dollars. Est-ce que vous réalisez à quel point cela sonne ridicule ? La discussion dégénéra rapidement, les voix s'élevant à mesure que des années de ressentiment refaisaient surface. Mon père m'accusa d'être ingrat, tandis que ma mère me suppliait de comprendre leur point de vue. Mais je n'allais pas reculer. Vous avez toujours mis Elisabeth en avant, dis-je, ma voix tremblante. Et j'en ai fini de prétendre que c'est acceptable. Si vous voulez continuer cette dynamique, très bien, mais je ne ferai plus partie de tout ça. La conversation se termina avec mes parents quittant mon appartement en furie, ma mère en larmes et mon père marmonnant quelque chose sur la loyauté familiale. Amelia me serra fort dans ses bras lorsque la porte se referma derrière eux, son soutien étant la seule chose qui me maintenait debout. Pour la première fois, j'avais vraiment pris position. Ce n'était pas facile, et je savais qu'il y aurait des répercussions, mais je savais aussi que c'était la seule façon de reprendre le contrôle de ma vie. La décision d'intenter une action en justice contre mes parents n'était pas une décision que j'avais prise à la légère. Pendant des semaines, après avoir découvert le compte bancaire secret d'Elisabeth, je luttais avec les implications de poursuivre ma propre famille. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela devenait clair, ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de me défendre et de me libérer enfin de l'emprise toxique de ma famille. Amelia m'a soutenu dès le début, bien qu'elle ait précisé que c'était ma décision à prendre. Peu importe ce que tu décides, je suis avec toi, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le canapé, la lumière de la télévision illuminant son expression déterminée. Mais si tu vas jusqu'au bout, tu dois être prêt à ce que cela devienne laid. Elle avait raison. Je savais que mes parents ne se laisseraient pas faire, et Elisabeth, bien sûr, ferait tout pour tourner la situation à son avantage. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus laisser la peur me retenir. La première étape fut de consulter Adam, mon ami avocat. Il me recommanda de faire appel à un spécialiste, quelqu'un ayant de l'expérience dans les litiges financiers familiaux. C'est ainsi que je rencontrai Lauren Green, une avocate réputée pour gérer des cas complexes avec précision. Cela va être compliqué, m'a-t-elle dit lors de notre première réunion, ses yeux perçants fixés sur les miens. Mais d'après ce que tu m'as dit et les preuves que tu as fournies, tu as un dossier solide. Si nous pouvons prouver la manipulation financière et le favoritisme qui ont affecté ton héritage ou ta stabilité financière, nous pourrons demander des compensations. Nous avons commencé à construire le dossier, en examinant des années de relevés financiers, d'emails et de messages textes. Adam m'aida à retrouver des documents supplémentaires, notamment des témoignages de membres de la famille qui avaient été témoins du favoritisme flagrant au fil des ans. Ma cousine Claire, qui avait toujours été discrètement solidaire, accepta de témoigner. J'ai vu comment il te traite, Jackson, m'a-t-elle dit au téléphone. Ce n'est pas juste, et il est temps que quelqu'un les confronte. La partie la plus difficile fut de revisiter tous les moments qui m'avaient conduit à ce point, chaque affront, chaque insulte, chaque fois où je m'étais senti insuffisant. Tout refit surface alors que je reconstituais la chronologie de la dysfonction familiale. Mais avec chaque nouvelle pièce de preuve, je ressentais un nouvel élan de détermination.
Ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour établir un précédent, pour montrer qu'on ne pouvait pas s'en tirer en traitant les autres de cette manière, même au sein d'une famille. Lorsque le procès fut officiellement déposé, les répercussions furent immédiates. Mes parents étaient furieux, bien sûr, mais leur colère était surpassée par leur incrédulité. Ils semblaient sincèrement penser que je n'aurais pas le courage de le faire. Mon père m'appela le lendemain du dépôt. Sa voix était froide et tranchante. « Tu fais une erreur, Jackson, dit-il. Tu vas le regretter. » Je pense que la seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir laissé cela durer aussi longtemps, répondis-je, ma voix stable malgré le nœud dans mon estomac. Ce n'est pas une question de vengeance, papa. C'est une question de justice. Élisabeth, comme on pouvait s'y attendre, était furieuse. Elle m'envoya une série de messages cinglants, m'accusant de détruire la famille et de la trahir. « Tu n'es qu'un ingrat égoïste », disait l'un des messages. « Maman et papa t'ont tout donné, et c'est comme ça que tu les remercies. » Je ne pris même pas la peine de répondre à Élisabeth. Je savais que tout ce que je dirais ne ferait qu'alimenter sa rage. Les procédures judiciaires commencèrent quelques mois plus tard et, comme l'avait prédit Lorraine, elles furent chaotiques. L'avocat de mes parents, un homme suffisant nommé Victor Crane, tenta de me présenter comme un fils cupide et ingrat, agissant par jalousie. Il évoqua chaque instance où mes parents m'avaient aidé financièrement, déformant les faits pour me faire passer pour celui qui avait profité d'eux. Mais Lorraine était prête. Elle démantela méthodiquement ses arguments, présentant des preuves du favoritisme flagrant et de la manipulation qui avait défini mon enfance. Elle appela des témoins qui témoignèrent de la disparité entre la façon dont mes parents me traitaient par rapport à Élisabeth. Elle présenta également les preuves accablantes des transferts financiers vers le compte secret d'Élisabeth, totalisant des centaines de milliers de dollars. Le moment le plus choquant fut lorsque Lorraine appela Élisabeth à la barre. Elle était visiblement irritée, sa confiance habituelle vacillant sous le poids du contre-interrogatoire. Lorraine n'y alla pas de main morte, la pressant sur les détails du compte bancaire et sur les raisons derrière les transferts massifs de mes parents. Au début, Élisabeth tenta de se défendre, affirmant que l'argent servait à couvrir des dépenses nécessaires et que mes parents l'avaient offert de leur plein gré. Mais lorsque Lorraine présenta un échange d'emails entre Élisabeth et ma mère, où Élisabeth exigeait explicitement plus d'argent pour maintenir son style de vie, son masque se fissura. « C'est ridicule », s'exclama Élisabeth, sa voix s'élevant. « Je ne vois pas pourquoi cela est même pertinent. Jackson est juste jaloux parce qu'il a toujours été le second. » La salle d'audience plongea dans un silence pesant, ses mots flottant dans l'air comme une confession. Lorraine laissa le moment s'installer avant de se tourner calmement vers le juge. « Je pense que cela parle de lui-même, votre honneur. » Le procès dura plusieurs semaines, chaque jour plus épuisant que le précédent. Mais lorsque le verdict fut rendu, cela valait chaque moment de stress et de douleur. Le juge statua en ma faveur, citant des preuves claires de manipulation financière et de préjudice émotionnel. Mes parents furent condamnés à me verser une compensation de 1,2 million de dollars, une somme qui représentait moins une victoire financière qu'une validation de tout ce que j'avais enduré. La victoire était douce amère. Je savais que l'argent ne réparerait pas les dégâts causés par ma famille, et il ne réparerait certainement pas nos relations brisées. Mais c'était un début, une façon de reprendre ma vie en main et d'aller de l'avant sans le poids de leur manipulation. Alors qu'Amélia et moi quittions le tribunal ce jour-là, main dans la main, je ressentis un soulagement que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois, j'étais libre. Libre de vivre ma vie selon mes propres termes, libre de construire un avenir qui n'était pas défini par les ombres de mon passé. Et pour la première fois, je croyais vraiment que je le méritais. Un nouveau chapitre. L'idée de déménager dans une nouvelle ville venait d'Amélia. Dès qu'elle l'évoqua, je sus que c'était exactement ce qu'il nous fallait. Le procès m'avait vidé émotionnellement et mentalement, et rester dans la même ville, c'était rester dans l'ombre de tout ce qui s'était passé. Les murmures, les regards embillés des gens qui connaissaient ma famille, c'était étouffant. Amélia trouva un endroit à 400 km de là, un appartement modeste mais charmant dans un quartier calme. Ce n'était pas extravagant, mais il avait tout ce dont nous avions besoin, un espace pour recommencer et suffisamment de distance pour que cela ressemble à un nouveau chapitre. Faire nos bagages et dire adieu à la ville où j'avais vécu si longtemps fut un moment doux amer. Mais alors que nous quittions la ville ce matin-là, une sensation inhabituelle d'espoir grandit en moi. La nouvelle ville était différente, plus paisible, plus accueillante. Nos voisins se présentèrent dès le premier jour, un couple retraité nommé Greg et Marcia, qui vivait juste en face. Greg était un bricoleur capable de réparer n'importe quoi,
et Marcia préparait assez de biscuits pour nourrir une armée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez à notre porte, dit-elle avec un sourire chaleureux, nous tendant une assiette de cookies encore chauds. Je n'étais pas habitué à un tel accueil. Cela me semblait étranger mais réconfortant, je n'avais jamais vraiment compris à quel point le comportement de mes parents avait façonné non seulement mon estime de moi, mais aussi mes relations et mes décisions. Tu as passé tellement de temps à essayer de prouver ta valeur à des personnes qui ne la verront jamais, dit Dr Matthews lors d'une séance. Il est temps de te concentrer sur ce que tu veux et sur ce qui te rend heureux. Amelia et moi avons également travaillé sur notre relation en thérapie. Le procès, les drames familiaux, le stress, tout cela avait laissé des traces sur nous deux, et je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce que nous commencions à en parler. Mais ce processus nous a rapprochés. Pour la première fois, nous n'étions plus simplement en train de survivre, nous construisions quelque chose de réel, quelque chose de solide. Nous avions enfin un avenir, libéré des chaînes du passé. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires réelles et surprenantes qui se déroulent autour de vous.